L'ANCOVA, ou analyse de covariance, est une analyse que l'on peut utiliser lorsqu'on travaille avec une ou plusieurs variables indépendantes de type catégoriel, une variable dépendante de type continu et une autre variable continue qui n'a ni le statut de variable indépendante ni celui de variable dépendante, comme je vais l'expliquer dans quelques instants. On pourra utiliser l'ANCOVA dans deux contextes distincts, le premier étant celui où il y a une variable dont on suspecte qu'elle ait un effet sur la variable dépendante sans que cela ne nous intéresse, et donc on souhaite annuler l'effet de cette variable. Cela se produira par exemple lorsqu'on fera des quasi-expériences dans lesquelles les sujets n'ont pas été répartis aléatoirement au sein des modalités de la variable indépendante. Dans ce cas-là, on peut avoir des raisons de suspecter que des variables soient confondues avec la variable indépendante et dès lors aient une action sur la variable dépendante que l'on souhaite annuler. Cette fameuse variable qu'on veut annuler sera alors appelée une covariable. Le deuxième contexte dans lequel on va utiliser l'ANCOVA, c'est celui dans lequel on suspecte que cette variable continue particulière explique la relation entre la VI et la VD. Autrement dit, cela revient à dire que si la VI agit sur la VD, c'est parce que la VI agit dans un premier temps sur cette fameuse variable, qui dans ce contexte sera appelée une variable médiatrice, et que dans un deuxième temps, cette variable médiatrice influence la VD. Dans cette première vidéo, je vais me focaliser sur le premier cas, celui où on veut contrôler une covariable, et ensuite dans une deuxième vidéo, je parlerai du cas de la médiation. Comme toujours, partons d'un exemple, et pour ce faire, vous pouvez ouvrir le fichier intro-ancova.omv. Dans un premier temps, on va tester l'hypothèse suivante, disant qu'on a de bonnes raisons de suspecter que le résultat à un examen de statistiques dépende du choix de l'assistant. Jusque-là, nous avons simplement une variable indépendante catégorielle et une variable dépendante de type continu, ce qui implique de faire une one-way ANOVA telle que vous savez déjà le faire. Dans un deuxième temps, vous verrez qu'on inclura une covariable dans ce modèle, et ce dans le but de voir si l'inclusion de cette covariable altère l'impact de la VI sur la VD. Petite précision avant de commencer, en ANATS 2, on vous avait dit que très souvent, on avait intérêt à privilégier le test de Welch plutôt que l'ANOVA de Fisher, parce que la condition d'homocédasticité est une condition très peu réaliste. Vous verrez que dans le contexte de l'ANCOVA, j'utiliserai ANOVA de Fisher et non pas l'ANOVA de Welch pour des raisons que je ne vais pas élaborer ici, mais qui sont indiquées en remarque préliminaire du TP. Une one-way ANOVA peut se faire de plusieurs manières, soit en passant par le menu Analysis ANOVA ANOVA, soit en passant par le menu Analysis ANOVA One-Way ANOVA. Je vais choisir de passer par le menu ANOVA, rien ne vous empêche de refaire l'analyse en passant par le menu One-Way ANOVA, mais faites bien attention que dans ce menu, par défaut, c'est le test de Welch qui est coché. Vous devrez donc décocher le test de Welch et cocher l'ANOVA de Fisher à la place. Comme je vous l'ai indiqué, je vais préférer passer par le menu Analysis ANOVA ANOVA. Mais juste avant de le faire, je vais faire une petite analyse descriptive de mon échantillon. Plus spécifiquement, je vais réaliser des boxplots du score à l'examen de statistiques séparément pour chaque assistant. Et c'est dans le but de voir s'il y a des valeurs extrêmes dans ma base de données, parce que comme vous le savez, ces valeurs extrêmes peuvent influencer le calcul de la moyenne et donc l'ANOVA. Pour ce faire, je place la variable assistant en split by et le score à l'examen de statistiques en variables. Dans les plots, je vais cocher le boxplot et voici le résultat. Comme vous pouvez le constater, il y a des valeurs extrêmes dans cette base de données. On a une valeur extrêmement basse dans le groupe de l'assistant A et deux valeurs extrêmement basses dans le groupe de l'assistant B. En situation réelle, certains chercheurs vous diront qu'il ne faut pas écarter ces valeurs extrêmes puisqu'elles font partie de l'échantillon. D'autres vous diront au contraire que puisque le test risque d'être biaisé à cause de ces valeurs extrêmes, il vaut mieux les supprimer. Dans le cadre de ce cours, on fait le choix méthodologique de n'écarter les valeurs extrêmes que si elles constituent clairement une erreur d'encodage. Ici, on n'a aucun moyen d'affirmer que ces valeurs extrêmement basses constituent des erreurs d'encodage. En effet, des codes compris entre 0 et 5 sont tout à fait plausibles, et donc on n'écartera pas les observations. J'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'un choix méthodologique et que lorsque vous ferez des statistiques dans un autre contexte que dans le cadre de ce cours, par exemple pour d'autres cours ou lorsque vous réaliserez votre travail de fin d'études, vous ne serez pas forcément obligé de poser le même choix que nous. L'important sera toujours de bien justifier ce que vous faites et d'expliquer pourquoi vous choisissez d'écarter ou non les valeurs extrêmes. À présent, nous allons réaliser notre ANOVA en repassant, comme je l'ai dit précédemment, par Analysis ANOVA ANOVA.
Et comme toujours, je vais commencer par placer correctement la variable dépendante dans la zone adéquate, ainsi que la variable indépendante qui est l'assistant. Je vais aller dans la zone Assumption Checks, je vais cocher le test d'homogénéité, même si comme je l'ai spécifié, on va privilégier l'ANOVA de Fisher, et que comme vous le savez, ce test a énormément de limites. Et je vais aussi cocher le test de normalité ainsi que le QQ-plot. Voilà les résultats qui apparaissent. En termes de conditions, je n'ai pas de raison de suspecter qu'il y ait présence d'hétérocédasticité, puisque le test de Leven m'amène à ne pas rejeter l'hypothèse d'après laquelle la variance est identique dans tous les groupes. En ce qui concerne le test de normalité, vous voyez qu'on a un résultat qui est très significatif, mais vous savez aussi que ce test a pas mal de limites et qu'on a tendance à préférer privilégier le QQ-plot. Et que dans ce QQ-plot, si tous les points sont relativement proches de la diagonale, dans ce cas-là, on pourra considérer qu'on peut poursuivre les analyses. Qu'est-ce qui fait que le test de Shapiro-Wilk est significatif? Eh bien, c'est le fait qu'au niveau des deux extrémités, ici et ici, on ait des quantiles qui ne collent pas super bien avec ceux de la distribution normale. C'est quelque chose qui arrive très souvent en statistique, mais qui n'est pas vraiment problématique lorsqu'il y a énormément de sujets dans la base de données. Or, il s'avère que c'est le cas ici. Si vous regardez dans votre base de données, vous verrez que vous avez 150 sujets, ce qui est amplement suffisant. On est bien au-dessus des 30 sujets par groupe, on en a 50 en fait par groupe. Et donc, même si le test de Shapiro-Wilk rejette l'hypothèse de normalité, on considérera que l'ANOVA sera suffisamment robuste pour pouvoir poursuivre les analyses. Maintenant qu'on a vérifié les conditions d'application, on va vérifier les résultats de l'ANOVA. Pour ce faire, je vais recliquer sur le menu parce que je ne me suis pas encore demandé si j'étais en post-hoc ou en a priori. Si je reviens à mon énoncé, on constate qu'on se contente de dire qu'on suspecte que le résultat va dépendre du choix de l'assistant. On ne spécifie pas à l'avance s'attendre à ce qu'un assistant se démarque par rapport aux autres. On va donc travailler en post-hoc. On va d'abord regarder via l'ANOVA s'il y a un effet du choix de l'assistant sur la réussite. Et si ça s'avère être le cas, via des comparaisons 2 à 2, on vérifiera où se trouvent les différences. Je vais donc me rendre dans la zone Post-hoc Tests. Je fais passer la variable assistant pour spécifier que je veux réaliser des post-hoc sur cette variable. Et je vais cocher, pour être tout à fait consistante avec le choix de l'ANOVA de Fisher, le test de Tukey qui est le post-hoc recommandé lorsqu'on ne suspecte pas la présence d'hétérocédasticité. On peut aussi se rendre dans Estimated Marginal Means, faire passer la variable assistant et spécifier vouloir soit une représentation graphique qui est cochée par défaut, soit les moyennes marginales qui pourront nous aider à interpréter les post-hoc. À présent, nous avons tout le nécessaire pour pouvoir interpréter correctement les résultats du test. Je vais donc scroller et retourner dans la sortie ANOVA que voici, et vous pouvez constater que, étant donné que j'ai une p-valeur qui est inférieure au risque alpha par défaut de 5%, je considère que je peux rejeter l'hypothèse d'après laquelle il n'y a pas d'effet de l'assistant sur la réussite. Autrement dit, il y a bien un effet du choix de l'assistant sur la réussite à l'examen. Aux normes épiées, ça donne ceci. J'ai une statistique f qui est associée respectivement à 2 et 147 degrés de liberté, comme je peux le voir dans la colonne des f. La statistique vaut 10.24. Après avoir mis toutes les informations qui se rapportent à la statistique f, je mets un point-virgule, et suite à ceci, je vais placer les informations qui se rapportent à la p-valeur. Comme je peux le voir dans la dernière colonne, la p-valeur est inférieure à 0.001, ce qui est inférieur à mon risque alpha de 5% et entraîne donc un rejet de l'hypothèse nulle. Nous allons regarder les sorties post-hoc afin de déterminer quel assistant amènerait à obtenir de meilleurs résultats que quel autre assistant. Pour ce faire, je me rends dans la zone Post-hoc Comparison qui se trouve ici. Et comme vous le savez, chaque ligne va comparer la moyenne de deux groupes correspondant à deux des assistants. Par exemple, dans la première ligne, les résultats obtenus par les étudiants de l'assistant A sont comparés avec les résultats des étudiants de l'assistant B. Dans la deuxième ligne, on compare les étudiants qui sont avec l'assistant A et ceux qui sont avec l'assistant C, etc. Si je regarde les p-valeurs du test, je vais constater que je peux mettre en évidence une différence significative entre les assistants A et C, ainsi qu'entre les assistants B et C. Je ne peux par contre pas mettre en évidence de différence significative entre les assistants A et B. Aux normes épiées, voici ce que ça donne. Lorsque je compare les assistants A et B, je peux noter que la statistique T associée à 147 degrés de liberté vaut moins 1.72
et est associé à une p-valeur de 0.200. Cette p-valeur étant supérieure au risque alpha de 5%, je conclurai au non-rejet de l'hypothèse nulle. Lorsque je compare les assistants A et C, je noterai que la statistique T associée à 147 degrés de liberté vaut moins 4,48 et est associée à une p-valeur inférieure à 0.001, ce qui m'amène à conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle. Enfin, lorsque je compare les assistants B et C, j'indiquerai que la statistique T associée à 147 degrés de liberté est égale à moins 2,76 et est associée à une p-valeur de 0.018, ce qui est inférieur au risque alpha et m'amène donc à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Notez que pour les trois tests T, le degré de liberté est égal au deuxième degré de liberté associé à la F. C'est tout à fait logique, compte tenu du lien qui existe entre les statistiques T et F. Pour savoir dans quel sens vont les différences, je peux au choix analyser le signe de la statistique ou de manière encore plus simple, regarder le graphique qui m'amène à comprendre que visiblement, l'assistant C est celui qui obtient les meilleurs résultats. Autrement dit, lorsque je disais qu'il y a une différence significative entre les assistants A et C, il fallait comprendre que l'assistant C obtient des significativement meilleurs résultats que l'assistant A. De même, lorsque je dis que l'assistant B obtient des résultats significativement différents de l'assistant C, l'analyse du graphique m'amène à comprendre que l'assistant C obtient des résultats significativement meilleurs que l'assistant B. Avant d'ajouter la covariable dans mon modèle, je vais faire une dernière petite chose. Je vais reproduire l'analyse en passant par le menu de la régression, et ce en vue de pouvoir établir l'équation du modèle augmenté. Pour ce faire, je me rends dans Regression, Linear Regression. Une fois le menu ouvert, je place la variable dépendante dans la zone Dependent Variable, il s'agit du résultat à l'examen de statistiques, et je vais placer le facteur assistant dans la zone Factors. Comme vous le savez, dans une régression, on peut avoir deux types de prédicteurs, des prédicteurs continus et des prédicteurs catégoriels dichotomiques. Dans la mesure où la variable assistant est un prédicteur à trois modalités, cette variable va automatiquement être recodée en deux prédicteurs dichotomiques dans la sortie de la régression. Pourquoi deux prédicteurs? Eh bien parce qu'on aura toujours besoin de définir m-1 prédicteur dichotomique où m correspond au nombre de modalités de la variable indépendante. Dans la mesure où il y a trois assistants, il est normal d'avoir deux variables dichotomiques. Attention, vous voyez que par défaut, le type de codage qui a été choisi pour créer ces variables dichotomiques est un codage qui prend un niveau de référence et qui calcule les codes en fonction de ce niveau de référence. Je ne vais pas détailler de quelle manière les codes sont établis lorsqu'on prend un niveau de référence, simplement parce que ce faisant, on n'utilise pas des codes centrés. Or, comme vous le savez, on a tendance à préférer utiliser des codes centrés, et ce pour deux raisons qui concernent l'interprétation des coefficients. D'abord parce que lorsque nos prédicteurs sont centrés, bêta 0 dans le modèle augmenté est toujours exactement égal à la moyenne générale de la VD, et ensuite parce que lorsque les prédicteurs sont centrés, chaque coefficient de régression partielle me donne une information sur l'effet du prédicteur auquel se rapporte ce coefficient au niveau moyen de tous les autres prédicteurs. Pour modifier l'encodage, pour s'assurer d'avoir des prédicteurs de type centré, je vais me rendre dans la zone Reference Levels qui se trouve ici. Et tout en bas de la zone, plutôt que de cocher Reference Levels comme indiqué par défaut, je vais cocher Grand Mean, Simple Coding, et voilà la sortie qui s'adapte. C'est cette sortie qui va me permettre d'écrire l'équation du modèle augmenté. À travers ce modèle, je vais tenter de prédire un score à l'examen de statistiques. Je vais indiquer un accent circonflexe au-dessus de score pour bien mentionner que je vais écrire l'équation de la prédiction du score et non pas le score vrai. Et ensuite, je vais remplacer les coefficients par les valeurs qui apparaissent dans la sortie. Bêta 0 vaut 14,23. Après bêta 0, je vais avoir deux paramètres qui sont en fait des coefficients de régression partielle associés à deux prédicteurs dichotomiques qui ont été créés au départ de notre variable indépendante assistant à trois modalités. Vous pouvez noter que le groupe de référence est le groupe A, que le premier prédicteur compare l'assistant B au groupe A et que le deuxième prédicteur compare l'assistant C au groupe A. Le coefficient de régression partielle associé au premier prédicteur vaut 1,24. Pour spécifier que ce prédicteur oppose l'assistant B au groupe de référence, je vais indiquer en indice B-A.
Le deuxième coefficient de régression partielle, celui associé au deuxième prédicteur, vaut 3,24. Et pour mentionner le fait que ce prédicteur compare l'assistant C au groupe de référence, je vais indiquer en indice C-A. Je ne vais pas dans cette vidéo rappeler comment utiliser l'équation en vue de faire des prédictions. De manière résumée, je vais juste rappeler qu'il faudra remplacer chacun des prédicteurs par un code qui variera en fonction du groupe auquel appartient le sujet pour lequel vous voulez faire une prédiction. Vous trouverez cependant un rappel à ce sujet dans le TP, et si jamais ça ne vous suffit pas, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez une vidéo qui s'appelle ANAT2 TP 7 et 8 codage, dans laquelle je réexplique comment précisément utiliser une équation de régression dans le contexte de l'ANOVA et de l'ANCOVA, avec un exemple à l'appui. Maintenant qu'on a bien fait le tour de l'ANOVA, on va rajouter une covariable dans notre analyse. On veut toujours connaître l'effet du choix de l'assistant sur la réussite des étudiants à un examen, mais on a des bonnes raisons de penser que les étudiants n'ont pas fourni le même effort individuel au sein des groupes avant de passer l'examen. En cas de quasi-expérience, ce genre de risque est particulièrement marqué. Imaginons que les étudiants aient pu choisir chez quel assistant ils voulaient se rendre. Eh bien à ce moment-là, dans la mesure où les sujets n'ont pas été répartis aléatoirement dans les différentes modalités du facteur assistant, il est tout à fait possible que plusieurs variables viennent se confondre avec le choix de l'assistant, et justement, l'effort individuel fourni, par exemple le temps d'étude, est une variable qui peut venir se confondre avec la variable choix de l'assistant. Si bien que si effectivement on observe des différences en termes de réussite, on ne sait pas vraiment déterminer si cette différence elle est vraiment due au choix de l'assistant ou si elle est due au temps d'études hebdomadaire. Une solution, du coup, est d'essayer de neutraliser l'effet du temps d'étude et de se demander quel serait l'effet du choix de l'assistant sur la réussite si on était certain que tous les étudiants avaient passé exactement le même temps à étudier le cours avant l'examen. C'est le principe de l'ANCOVA. Comme toujours, on va passer par toutes les étapes habituelles. On va commencer dans un premier temps par clairement spécifier les hypothèses de recherche. Ensuite, avant de faire le test en tant que tel, on vérifiera les conditions d'application de l'ANCOVA, que j'expliquerai dans quelques minutes. Puis on réalisera le test et on tentera d'en tirer une conclusion. Comme vous commencez à en avoir l'habitude, on reproduira dans un deuxième temps l'analyse en passant par le menu de la régression, et ce en vue de pouvoir établir l'équation du modèle augmenté qui me permettra de prédire le score à l'examen de statistique sur base non seulement de la variable indépendante, mais aussi de la covariable. À cette fin, je vous ai déjà rappelé précédemment qu'on avait tendance à privilégier des prédicteurs de type centré dans les équations de régression. Et on a déjà revu que lorsqu'on travaille avec une variable de type catégoriel, en la plaçant dans la zone Factors du menu de la régression, elle allait automatiquement être recodée en variable dichotomique, et si on prenait la peine de cocher l'option Simple Coding, à ce moment-là, les variables dichotomiques étaient des variables de type centré. Il n'y a par contre pas d'option qu'on peut sélectionner pour transformer les prédicteurs de type continu en variables centrées. Nous allons donc devoir le faire manuellement, ce que je ferai juste après avoir exposé les hypothèses de recherche. Vous verrez que ça va très fortement s'apparenter à une ANOVA, si ce n'est qu'il y a une variable qu'on veut neutraliser. On fera comme on le faisait dans le cadre d'une ANOVA. On commencera par une analyse qui permettra de déterminer si oui ou non il y a une différence significative quelque part au niveau d'un des groupes. Et si ça s'avère être le cas, alors on fera des comparaisons 2 à 2. Au niveau du test principal qui permet de voir si au moins un des groupes diffère significativement des autres, l'hypothèse nulle sera qu'il n'y a pas de différence entre les moyennes des groupes après avoir neutralisé l'effet de la covariable. Et l'hypothèse alternative sera que lorsqu'on neutralise l'effet de cette covariable, il persiste une différence significative entre les moyennes des groupes. Avant de vérifier les conditions d'application, on va préparer la base de données comme je l'ai annoncé en centrant la covariable. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle colonne en double-cliquant par exemple sur une zone grisée au-dessus d'une colonne vierge. Je vais me rendre dans New Computed Variable. Je vais appeler ma variable étude hebdo C pour mentionner qu'il s'agit d'une variable centrée. N'hésitez pas à donner n'importe quel autre nom qui vous aide à comprendre de quoi il s'agit. Et je vais introduire l'expression qui va me permettre de comprendre que les scores de cette variable doivent être égaux au score de la variable étude hebdo moins la moyenne. Pour éviter de faire des fautes de frappe sur le nom de la variable étude hebdo, je vais cliquer sur le symbole de la fonction ici. Je vois apparaître tous les noms des variables de la base de données et je vais double-cliquer sur étude hebdo. Voilà qui est fait. Je vais ensuite introduire moins, et comme on l'a déjà vu lors du TP2, il existe une fonction qui permet de calculer la moyenne d'une variable, et cette fonction c'est vmin.
J'introduis donc vmin en toutes lettres. Ensuite, je double-clique à nouveau sur le nom de la variable étude hebdo. Je ferme la parenthèse et je clique sur Enter. Voilà ma variable centrée qui a été créée. Tout est prêt pour pouvoir vérifier les conditions d'application et réaliser les analyses. Et en ce qui concerne les conditions d'application, il y a une première condition qui est en fait plus un postulat qu'une condition, qui est l'homogénéité des pentes de régression. Si on veut neutraliser l'effet du temps d'étude, c'est qu'on a des raisons de suspecter que ce temps d'étude peut influencer le résultat de l'examen de statistique. Si vraiment il n'y avait aucun rapport entre le temps d'étude et la réussite, ça ne servirait strictement à rien d'essayer de neutraliser cette variable. On pourrait simplement calculer, comme on l'a déjà fait, l'effet de l'assistant sur la réussite. Vous allez voir que le postulat nous dit qu'on présume que la relation qui existe entre le temps d'étude et la réussite à l'examen sera similaire pour toutes les modalités du facteur assistant. Pour que vous compreniez mieux ceci, je vais réaliser un scatterplot. Je vais me rendre dans Exploration Scatterplot. Je vais spécifier, comme toujours, la variable dépendante sur l'axe des Y. Je vais donc sélectionner la variable examen statistique, que je place ici sur l'axe des Y. Je place ma variable étude hebdo C sur l'axe des X. J'aurais pu prendre la variable étude hebdo, en fait, pour vous montrer ici le graphique, ça n'aurait rien changé du tout, puisque la forme de la relation entre les deux variables aurait été identique. Et je vais rajouter la variable assistant en groupe. Vous voyez que ce faisant, il y a trois couleurs qui apparaissent dans mon graphique. La couleur bleue pour l'assistant A, la couleur grise pour l'assistant B et la couleur jaune-orange pour l'assistant C. Je vais rajouter des droites de régression sur mon graphique. Et voici ici trois pentes qui représentent la relation entre le temps d'étude et la réussite à l'examen de statistique au sein des trois groupes définis par les modalités du facteur assistant. Mon postulat me dit que la relation entre le temps d'étude et la réussite à l'examen de statistique est plus ou moins similaire pour tous les assistants. Ce qui concrètement revient à dire que les trois pentes sont relativement parallèles. Alors bien sûr, elles ne vont pas forcément être exactement parallèles. En situation réelle, ce ne sera jamais tout à fait le cas. Mais on espère qu'il n'y ait pas de différence significative entre les différentes pentes. Ce scatterplot peut permettre d'appréhender graphiquement le postulat d'homogénéité des pentes de régression, mais je vais pouvoir le vérifier statistiquement. Et c'est ce que je vais faire tout de suite en me rendant dans le menu Analysis ANOVA ANCOVA. Je vais donc maintenant me rendre dans le menu de l'ANCOVA et je vais faire quelques petites modifications préalables en vue de pouvoir vérifier le postulat d'homogénéité des pentes de régression. Concrètement, si le postulat d'homogénéité des pentes de régression n'est pas respecté, ça voudra dire que la relation entre le temps d'étude et la réussite à l'examen de statistique ne sera pas la même suivant la modalité du facteur assistant dans laquelle je me trouve. Ce que je viens de dire là, ça devrait vous faire penser à un concept que vous connaissez bien maintenant, qui est celui de l'interaction. Je suis en train de sous-entendre que si le postulat n'est pas respecté, cela veut dire qu'il existe une interaction entre le temps d'étude et le facteur assistant. Je vais donc me rendre dans le menu de l'ANCOVA et spécifier que je veux voir apparaître dans mon modèle ce terme qui représente l'interaction entre l'assistant et le temps d'étude, et si ce terme est significatif, j'en déduirai que le postulat est violé. Si le terme est non significatif, j'en déduirai que je n'ai pas de raison de suspecter qu'il y ait une violation du postulat, et je pourrai ensuite vérifier toutes les conditions d'application de l'ANCOVA avant de faire l'ANCOVA en tant que tel. Allons dans Analysis, ANOVA, ANCOVA. On va commencer par placer correctement toutes les variables de notre modèle. Sans surprise, je vais mettre exam statistique en variable dépendante et je vais rajouter étude hebdo C en covariates. Je vais cocher toutes les conditions d'application, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, je suis juste en train de préparer le menu pour avoir plus tard toutes les informations dont j'aurai besoin pour analyser l'ANCOVA ainsi que les post-hoc. Je n'ai pas besoin de tout ça pour vérifier le postulat. Je vais cocher Overall Model Test et je vais me rendre dans les post-hoc. Je vais spécifier vouloir faire un post-hoc sur la variable assistant. Je laisse bien le type de Tucky coché pour utiliser le même test que celui utilisé dans le cadre de l'ANOVA afin d'avoir des comparaisons équitables. Et je vais me rendre enfin dans Estimated Marginal Means, faire passer la variable assistant, spécifier vouloir un graphique des moyennes corrigées et également une table des moyennes corrigées. J'expliquerai tout ceci plus tard. Dans un premier temps, ce qui va m'intéresser, c'est de spécifier que je veux prendre en compte l'interaction entre l'assistant et le temps d'étude. Par défaut, cette interaction n'est pas prise en compte. Vous pouvez voir ici la sortie qu'on analysera tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a une information qui se rapporte à l'effet de l'assistant, une information qui se rapporte à l'effet du temps d'étude, mais rien qui se rapporte à l'interaction entre les deux. Je vais donc devoir manuellement spécifier vouloir prendre en compte ce terme d'interaction.
Et pour ce faire, je vais me rendre dans la zone Model, qui se trouve ici. Je vais sélectionner simultanément assistant et étude hebdo. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur la première variable, enfoncer la touche Maj de votre clavier, c'est une touche avec une flèche qui va vers le haut normalement, et tout en maintenant cette touche enfoncée, vous cliquez sur étude hebdo. Vous faites alors passer les deux variables en même temps en sélectionnant bien l'option interaction. Vous voyez ici la petite astérisque qui nous dit qu'on a cette variable-là multipliée par cette variable-là, ce qui est bien l'indicateur d'une interaction. Et vous voyez qu'en rajoutant ce terme, l'interaction est apparue ici dans ma sortie principale. Je peux constater que la p-valeur étant supérieure au risque alpha de 5%, je ne rejette pas l'hypothèse d'après laquelle il n'y aurait pas d'interaction entre l'assistant et l'étude hebdomadaire. Du coup, tout va bien, il n'y a pas d'interaction entre l'assistant et le temps d'étude. Du coup, on peut retirer ce terme du modèle en recliquant sur Model, en cliquant sur le terme d'interaction qu'on a intégré et en cliquant sur la flèche qui va vers la gauche pour le retirer du modèle. Vous verrez que toutes les sorties vont s'adapter. Et à présent, nous avons toutes les informations dont nous allons avoir besoin pour pouvoir interpréter les résultats et décider si oui ou non il persiste un effet de l'assistant sur la réussite à l'examen de statistique après avoir neutralisé l'effet du temps d'étude. On va passer en revue les conditions d'application. Techniquement, il faudrait que les observations soient indépendantes, ce qui revient à dire que les sujets aient été répartis aléatoirement au sein des groupes. On a vu que ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'on fait une quasi-expérience, on n'a pas réparti les sujets aléatoirement au sein des groupes. Et donc cette condition d'ordre méthodologique ne sera pas toujours respectée. C'est une limite, il faut en avoir conscience, mais la réalité du terrain est telle que parfois, on n'est pas dans une situation idéale quand on fait une analyse statistique. Les autres conditions d'application sont, elles, purement statistiques. Pour commencer, il faut qu'il y ait une relation linéaire entre la VD et la covariable. Le fait qu'il y ait une relation requise, c'est relativement logique. Si je reprends mon exemple, si je n'ai aucune raison de suspecter qu'il existe une relation entre le temps d'étude et la réussite, à quoi bon neutraliser l'effet du temps d'étude dans notre design? Ça n'aurait pas de sens. Pourquoi est-ce que la relation doit être linéaire? Eh bien ça c'est simplement par construction mathématique des outils qu'on utilise dans le contexte d'une analyse de covariance. On a déjà pu observer graphiquement le fait qu'il y avait une relation linéaire. Je remontre mon exemple ici. Je vais cliquer sur le graphique pour retirer le facteur assistant, puisqu'on n'en a pas forcément besoin pour appréhender la relation linéaire. Et vous pouvez constater qu'effectivement, l'ensemble de mes points colle relativement bien avec la droite de régression. On a l'impression d'avoir une relation qui est bien linéaire entre le temps d'étude et la réussite à l'examen de statistique. Les deux dernières conditions d'application, vous les connaissez bien. Il s'agit de l'homogénéité des variances au sein des groupes et de la normalité des résidus. Ce sont les deux mêmes conditions d'application que celles qu'on vérifiait dans le contexte de l'ANOVA, sauf que cette fois, on ne va plus vérifier ces conditions sur les scores bruts, mais sur les scores qui ont été ajustés pour prendre en compte la covariable. Concrètement, l'idée de l'ajustement des scores est la suivante. Notre objectif est d'annuler l'effet du temps d'étude, autrement dit, de se demander quel serait l'impact de l'assistant sur la réussite si tout le monde avait passé exactement le même temps à étudier. Parmi tous les sujets de la base de données, certains vont étudier plus que les autres, certains vont étudier moins. Si je compare par exemple à la moyenne, eh bien je constaterai que certains ont étudié plus que la moyenne et que d'autres ont étudié moins que la moyenne avant de passer leur examen. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, un individu qui aurait passé un temps tout à fait moyen à étudier son cours de statistique, je ne vais pas modifier le score qu'il a obtenu à l'examen. Par contre, un étudiant qui aurait passé plus de temps à étudier l'examen de statistique que la moyenne, je vais ajuster son score à l'examen en le baissant un petit peu pour compenser le fait que cette personne ait étudié plus. Au contraire, si une personne a étudié moins que la moyenne, eh bien, je vais augmenter un petit peu sa cote à l'examen de statistique pour compenser le fait qu'il ait moins étudié. Voilà de quelle manière on va ajuster les scores. Pour savoir mathématiquement quelle est la formule qui permet d'établir l'ajustement, je vous renvoie au syllabus théorique. Maintenant qu'on a expliqué ceci, vérifions les deux dernières conditions d'application dans les outputs. Et pour ce faire, je vais me rendre dans la zone Assumption Checks de l'ANCOVA. Et voici cette fameuse zone. Pour commencer, je vais regarder le résultat au test de Leven. Pour rappel, l'hypothèse nulle du test de Leven est qu'il y a homogénéité des variances, ou autrement dit que la variance est la même dans tous les groupes. En tout cas qu'elle ne diffère pas, significativement parlant, d'un groupe à l'autre. J'ai une p-valeur qui est supérieure au risque alpha et qui m'amène donc à conclure au non-rejet de l'hypothèse nulle. Je n'ai donc pas de raison de suspecter la présence d'hétéroscédasticité. En ce qui concerne le test de normalité, je constate que le test est très significatif et si j'observe le QQ-plot, je constate que la grande majorité des points s'ajustent relativement bien à la diagonale
J'ai seulement ici 2 points qui s'écartent assez fort et qui expliquent d'ailleurs vraisemblablement le fait que le test de Shapiro-Wilk soit si significatif. Ces 2 observations correspondent vraisemblablement à des valeurs extrêmes. Ceci dit, nous avons posé le choix méthodologique de n'écarter les valeurs extrêmes que si elles constituaient clairement une erreur d'encodage. Nous allons donc poursuivre les analyses sans altérer la base de données, c'est-à-dire sans retirer certains sujets de la base de données. Je vais à présent aller regarder la sortie principale de l'ANCOVA. La première ligne, celle que j'ai obtenue lorsque j'avais coché Overall Model Test, me dit simplement si au moins un des termes inclus dans mon modèle apporte significativement quelque chose au modèle. Je peux constater en regardant la ligne assistant qu'il y a toujours un effet significatif de l'assistant, même lorsque je contrôle le temps d'étude. Je vais noter ceci aux normes épiées. J'ai une statistique f qui est associée respectivement à 2 et 146 degrés de liberté, équivaut 19.351. Sa p-valeur est inférieure à 0.001, et comme ceci est inférieur au risque alpha, j'en conclus au rejet de l'hypothèse nulle. Je constate qu'il y a également un effet principal du temps d'étude sur la réussite à l'examen de statistique. Aux normes épiées, j'écrirai qu'une statistique f associée respectivement à 1 et 146 degrés de liberté a une valeur de 174.954 et qu'elle est associée à une p-valeur inférieure à 0.001, ce qui à nouveau va m'amener à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Puisque je sais qu'il y a toujours un effet de l'assistant, je vais aller maintenant regarder les post-hoc et les graphiques pour voir comment se présente la différence entre les assistants, et ce pour pouvoir, in fine, comparer les résultats obtenus lorsque j'inclus et lorsque je n'inclus pas la covariable. Je me rends dans la zone post-hoc, et vous pouvez constater que contrairement à ce qu'on avait lorsqu'on n'avait pas inclus la covariable, la différence entre tous les assistants pris 2 à 2 est significative. Pour la ligne comparant les assistants A et B, je noterai qu'une statistique T associée à 146 degrés de liberté a une valeur de 4.409, comme je peux le voir ici, et est associée à une p-valeur inférieure à 0.001, ce qui m'amène à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Pour la ligne comparant les assistants A et C, je noterai que la statistique T associée à 146 degrés de liberté a une valeur de 6.208 et est associée à une p-valeur qui est inférieure à 0.001, ce qui m'amène à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Pour finir, à la ligne qui compare les assistants B et C, je noterai que la statistique T associée à 146 degrés de liberté est égale à 4.029 et est associée elle aussi à une p-valeur inférieure à 0.001, ce qui à nouveau m'amène à conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Voyons comment se présentent ces différences. Vous pouvez noter que l'assistant A semble obtenir des résultats significativement meilleurs que l'assistant B, qui semble lui-même obtenir des résultats significativement meilleurs que l'assistant C. Si je compare les situations n'incluant pas la covariable et incluant la covariable, je noterai que lorsque je n'incluais pas la covariable, j'avais l'impression que l'assistant C obtenait des résultats significativement meilleurs que tant les assistants A et B. Or ici, lorsque je rajoute la covariable dans mon modèle, j'observe que l'assistant C semble obtenir des résultats significativement moins bons tant que l'assistant B et que l'assistant A. Comment expliquer ces différences? Il y a plein de pistes de solutions possibles. On pourrait imaginer, par exemple, que l'assistant C est très fort pour motiver ses étudiants à étudier beaucoup, si bien que les étudiants réussissent mieux que les autres. On pourrait au contraire imaginer que l'assistant C est tellement catastrophique que pour essayer de compenser, les étudiants de son groupe vont étudier beaucoup plus et que grâce à ça, ils vont mieux réussir l'examen. Là, je viens d'envisager 2 pistes de solution qui consistent à dire qu'il y a un effet de l'assistant sur le temps d'étude et qu'ensuite le temps d'étude va influencer la réussite à l'examen de statistique. Si vraiment j'ai des bonnes raisons de penser que ces pistes de solution sont correctes, eh bien, je devrais approfondir les analyses pour pouvoir les vérifier et faire ce qu'on appelle une analyse de médiation, soit ce que je ferai dans la prochaine vidéo. Ou encore, on peut imaginer que les étudiants qui se sont retrouvés dans le groupe de l'assistant C sont des étudiants qui ont tendance à étudier beaucoup plus que les autres sans que ça n'ait quoi que ce soit à voir avec l'assistant. Dans ce cas, l'analyse de covariance suffit, il n'y a pas besoin d'approfondir.
Avant de conclure cette vidéo, la dernière étape consistera à reproduire l'ANCOVA en passant par le menu de la régression, et ce en vue de pouvoir établir l'équation du modèle augmenté pour prédire le score à l'examen de statistique en prenant en compte non seulement la variable assistant, mais également le temps d'étude hebdomadaire. Je me rends dans la zone Linear Regression. Je place la variable assistant dans la zone Factors. Comme vous le savez, cette variable assistant va automatiquement être recodée en variable dichotomique. Et pour m'assurer que ces variables dichotomiques soient bien de type centré, je vais me rendre dans Reference Levels et je vais cocher Simple Coding, exactement comme on l'a fait pour la Nova. Je vais rajouter la covariable, je vais bien prendre la version centrée, exactement pour la même raison que celle qui m'amène à privilégier les prédicteurs catégoriels de type centré, et je vais rajouter exam statistique en variable dépendante. Et voici les valeurs des coefficients de mon modèle augmenté. Je vais écrire mon modèle augmenté comme ceci. Je tente de prédire un score à l'examen de statistique. Je vais rajouter un accent au-dessus pour bien mentionner le fait que je m'intéresse à la prédiction et non pas au score vrai de l'examen de statistique. Bêta 0 vaut 14.234. Vous noterez sans surprise que cela correspond à la moyenne générale du score à l'examen de statistique. Le premier paramètre associé au prédicteur assistant est ici. Il vaut -2.486. Et il s'agit de la composante du prédicteur qui compare l'assistant B au groupe de référence. Pour cette raison, je vais noter B-A. Le deuxième paramètre vaut -4.86 et est associé au prédicteur dichotomique qui compare l'assistant C au groupe de référence. Et donc, pour cette raison, je vais indiquer C-A en indice. Le dernier prédicteur correspond à ma covariable. Son coefficient de régression partielle vaut 0.296. Je vais bien rajouter le petit c pour bien mentionner le fait que je m'intéresse bien au prédicteur centré dans cette équation. Et voilà qui conclut cette vidéo qui concerne l'ANCOVA lorsqu'on souhaite contrôler une covariable. Dans la prochaine vidéo, je parlerai encore de l'ANCOVA, mais dans le contexte de l'analyse de médiation.